Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo. Peux-tu te présenter ? Je suis Valentina. Je suis Éric Bouvet, William Lamblay. À travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leur démarche et leur message. La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens. Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça permet aussi de vraiment rentrer dans l'intimité de la personne et dans sa vie. Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir. Un territoire qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions. Il y a une pression humaine très forte. Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode. Quel est le titre de ton livre ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer ce nouvel épisode à Paris, à 2 pas de la place de la République. Notre invité est un ancien militaire. Il intervient au sud Liban, République centrafricaine et bien d'autres conflits. C'est à Beyrouth qu'il rencontre le jeune French doctor Bernard Kouchner sur place pour soigner les victimes de la guerre. Sur le terrain, il emporte avec lui un appareil photo et porte un regard personnel sur les populations. Réformé de l'armée à 29 ans suite à une blessure, il intègre l'agence SIPA et devient photojournaliste. Il vit désormais à Paris et se consacre à des travaux plus personnels à l'atelier Galerie Taylor dont il est cofondateur. Il revisite ses archives photographiques. C'est de ce travail qu'est né le livre French Doctor, publié aux éditions de La Martinière et préfacé par Bernard Kouchner, ainsi que de nombreux autres ouvrages. Il y a à peu près un an, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer Éric Bouvet. Aujourd'hui, c'est un autre grand nom de la photographie française que je rencontre. Bonjour José Nicolas. Bonjour. Est-ce que ma petite présentation était ok ? Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà, ça, quand on écoute ça, on se dit tiens, il y en a eu des chemins de fait. Voilà. Effectivement. Un long parcours. Ouais. Alors ma première question, comme moi, ton nom et ton prénom sont deux prénoms. Moi c'est Julien Gérard, toi José Nicolas. C'est lequel le prénom ? La question qu'on te fait toujours, j'imagine ? Alors le prénom c'est José et Nicolas, mais ça s'arrête pas là. Il y a une suite. Il y a une suite qui est Bada. B-A-D-A. Voilà, c'est une origine espagnole des Asturias. Ok, donc José Nicolas, deux prénoms alors, nickel. On commence par le début. En fait, dans ce podcast, j'aime bien présenter un peu les photographes et montrer leur cheminement et d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés à la photo. Donc toi, on a expliqué vite fait que tu prenais un appareil photo alors que tu étais militaire, mais j'imagine que ça commence pas comme ça. Non, ça commence pas comme ça. J'ai fait une rencontre en 77, j'étais dans les parachutistes et on était en intervention en Mauritanie. Et j'ai rencontré un photographe qui est resté quelques jours avec nous. Et puis quand nous on était là pour 4 mois et qu'on est rentré en France, il m'avait envoyé un livre qui venait de sortir à l'époque de Gilles Caron. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces photos, tout ça, ça m'a plu. Et donc du coup, je suis allé acheter un appareil photo. Donc j'étais entre Castres et Carcassonne, donc il n'y avait pas de boutique photo. Je suis allé à Toulouse et j'ai dit au gars, je voudrais le meilleur appareil, le plus cher, parce que je pense. Donc il m'a vendu un Leica et avec lequel je faisais que des photos floues, parce qu'au départ, je savais pas comment servir, quoi. Oui, sur tous les cas, c'est pas simple quand on débute. Puis il y avait pas de cellule, il y avait rien. Enfin bon, et puis j'ai appris petit à petit. Voilà, alors ma mission première c'était pas de faire de la photo, j'étais chef de groupe, j'avais un groupe avec moi et en fonction du pays où on allait, on avait des missions, quoi. Et de temps en temps, je prenais l'appareil photo, puis je faisais des photos. Et en même temps, au sud Liban ou dans d'autres endroits, on rencontrait des photographes. Je rencontrais des photographes qui sont plus anciens que moi, comme Alain Mingan, Alain Keller, des gens comme ça. Puis je les voyais faire, je me suis dit, putain, c'est super, c'est la liberté, c'est pas mal de choses. Mais bon, comme j'étais lancé dans une carrière militaire, donc je me posais pas trop ces questions. Et puis après, j'ai eu un accident au Liban, donc du coup, j'ai été réformé.
Oui, voilà, l'institution me proposait autre chose, mais qui ne me convenait pas. Et comme j'étais quand même dans une unité, on sautait en parachute, on faisait pas mal de choses, j'avais pas envie de me retrouver dans un bureau. Ouais, j'imagine. Donc je suis parti dans la vie civile, et puis là, j'ai rencontré un photographe, Jacques Pawlowski, qui m'a présenté, et médecin du monde, et comme j'avais déjà vu Bernard Kouchner au Liban, il m'a embarqué avec lui. Donc je faisais de la photo et je faisais de la logistique pour médecin du monde. Donc on est parti en Afghanistan, au Kurdistan, on a été dans pas mal d'endroits, et comme j'avais des images assez fortes, parce que avec lui on allait quand même partout, je les ai montrés à Siba. Le patron de Siba, Gokshin, m'a fait rentrer dans l'agence. Et à partir de là, j'ai commencé à voyager, aller un peu partout, surtout dans les pays en conflit, beaucoup d'Afrique. Alors j'avais un avantage par rapport à beaucoup de photographes, c'est que quand j'allais en Afrique, tous les anciens des RPIMA, c'était mes copains, quoi. Ouais. Donc du coup, je faisais un peu plus que les autres, voilà. Bon, au départ, j'étais pas excellent, mais je me suis amélioré parce que dans l'agence, il y avait quand même des super photographes. Donc du coup, leur contact et tout, je m'améliorais de petit à petit, quoi. Voilà. Et donc ça a duré, l'aventure avec Sipa, ça a duré pendant plusieurs années. Après, j'ai eu un accident au Rwanda, j'étais blessé, donc ça a été un peu dur parce que ça m'a pris quand même du temps de me remettre des blessures. Et à un moment, j'ai choisi un peu de devenir indépendant. Et là, j'ai pas mal travaillé avec VSD. Donc là, j'ai pas mal fait de choses avec eux. L'aventure a duré 2-3 ans. Voilà, et après, je suis parti dans le Midi, dans le Sud, où j'ai continué la photo en trouvant d'autres modèles économiques, mais en même temps, toujours en continuant le reportage. Et donc j'avais deux trucs qui sont très opposés l'un à l'autre, mais je les faisais. J'avais un peu des ONG, parce que comme j'avais été avec pas mal avec Médecins du Monde et tout, certains, ils ont monté d'autres ONG, donc je faisais des choses avec eux. Même en étant dans le Sud, je partais de là. Et puis de l'autre côté, le milieu militaire, où il y avait certains qui étaient devenus colonels, ainsi de suite, qui avaient des régiments, et puis pas n'importe lesquels, parce qu'ils ont commandé des beaux régiments, comme le REP et tout. Donc du coup, ils me demandaient de faire le livre pour eux. Donc j'ai fait plusieurs livres pour ces unités, et en même temps je faisais de l'humanitaire, ce qui est quand même oui, deux choses bien large. Voilà, c'est un panel assez particulier. Voilà, et puis à un moment, j'ai fait un voyage en Centrafrique en 2014. Et puis quand je suis rentré, je me suis dit faut peut-être penser à autre chose. Et là, j'ai récupéré toutes mes archives à l'agence Sipa. Ok. Et donc j'avais tout descendu dans le Sud, et quand j'ai vu tout ça, parce que faut pas oublier que ce qui était intéressant à l'époque, ces agences Sipa, Sigma, Gamma, c'est que nous, on faisait des photos, on faisait des reportages. Mais derrière, il y avait une machine qui s'occupait de ça, qui les développait, les gendait, les vendait, nous payait, et ils mettaient des moyens à notre disposition. C'était un peu l'âge d'or de la photographie, non ? C'était une, c'est-à-dire que il y avait une vraie économie. Il y avait une vraie économie de la photographie. Sipa, au plus haut de son truc, sont arrivés à 230 personnes. Ouais, quand même. Voilà, donc. C'était quelle année, ça, à peu près ? À partir de là, je parle des années 90, quoi. Ok. Donc moi, je suis rentré 80, milieu 80, et jusqu'en 98, jusqu'en 2000, les agences, ça allait. Après, le numérique est arrivé. Évidemment, ça a démocratisé l'accès à tout. Parce que c'était quand même, fallait voir, quand c'était l'argentique, c'était
c'était un peu fermé, quoi. Ouais. Voilà, donc et puis les journaux marchaient bien, les journaux ils avaient beaucoup de moyens, ainsi de suite. Donc ça nous permettait quand même de faire pas mal de choses. Et nous, nous, c'était de faire d'être bons, de faire de bonnes photos. Enfin bon, c'était donc du coup, quand moi j'ai récupéré tout ça, je me suis dit, c'est incroyable ce qu'on a fait, quoi. Il y avait des archives, des planches contact, des centaines et des centaines de diapos. Et puis, je me suis mis à trier tout ça, à scanner, à monter des projets. Donc, le premier projet qui a été fait, c'était l'aventure humanitaire. Et alors, l'aventure humanitaire, c'est assez marrant parce que j'ai sorti des planches contact et puis je suis monté à Paris, je suis allé voir le Thomas Consigny qui était tireur en noir et blanc. Et je lui ai montré les photos, il m'a dit, t'en as d'autres? Moi je dis, ouais, j'ai 10 ans de planches contact comme ça. Alors il m'a dit, ah mais c'est génial et tout, est-ce que je peux t'aider à trier? On a trié et tout, puis et après j'ai scanné des photos, j'ai fait des petits tirages, et il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un livre? Donc j'ai appelé Bernard Kouchner, et je lui ai montré les photos, il m'a dit, ah bah super, et on est parti sur cette aventure, on a fait un livre avec La Martinière. Après, il y a eu un deuxième livre sur le Tchad, parce que c'est un pays où j'allais souvent, j'allais régulièrement. Et avec Pierre Aski, voilà. Alors il y a plein de choses comme ça qui se sont faites. Et en même temps, toutes ces photos, mon épouse m'a énormément aidé. Et donc on a commencé à monter des thématiques, ainsi de suite. Puis on a commencé à aller dans les musées. Donc on a eu le musée de l'armée qui m'a acheté une collection, le musée d'Arlatan, Arles. Donc il y avait plusieurs musées comme ça. Et puis je me suis dit, j'ai pris ce créneau-là, j'ai arrêté de faire de la photo numérique. J'ai acheté un appareil argentique pour me faire plaisir. Je voulais redevenir amateur. Ok. Je voulais, voilà, et donc je photographiais un peu ma région, les paysages, voilà, ça me plaisait, j'allais à la montagne, mais je faisais ça pour moi, sans arrière-pensée de commercial. Mais par contre, je m'occupais un peu de mes archives. Puis à un moment, je me suis dit, je vais peut-être m'ouvrir à d'autres, parce que j'avais acquis une expérience de la vente de photos, ainsi de suite. Puis j'ai rencontré des collectionneurs, j'ai rencontré pas mal de gens. Donc du coup, je commençais un peu à m'ouvrir à d'autres photographes. J'ai commencé par les gens de ma génération, voilà, parce que les autres médiums de la photo, je les connais pas. La photographie contemporaine, plasticienne, tout ça, c'est loin de mon champ d'action et c'est loin de ma culture photographique. Puis moi, j'ai une culture photographique de reporter, hein, c'est pas non plus. Mais petit à petit, j'ai essayé de comprendre, enfin parce que bon, ça fait partie de notre évolution aussi. Hein, on peut pas rester que sur le passé. Il faut quand même regarder. Donc du coup, j'ai un peu regardé un peu ce qui se passait sur le milieu. J'ai rencontré des gens qui m'ont aussi permis d'avoir un œil un peu plus contemporain. Voilà, il y avait Bernard Montaner qui était l'ancien directeur du FRAC à Marseille, qui est devenu un ami et qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Alors après, il y a un moment, j'avais envie de monter quelque chose, un espace photographique, pas une galerie mais une espèce de showroom, où les gens viennent pour apprécier de la photo. Mais des gens de la rue, quoi. Enfin, des gens qui n'avaient pas accès. Oui, un lieu qui ne soit pas trop élitiste. Ouais, voilà. Je voulais que ça soit. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui était collectionneur, un chef d'entreprise et qui aimait la photo. Tout ça. Et donc il m'a soutenu sur cet espace que j'ai trouvé grâce à Stéphane Cormier, le tireur argentique, qui est un ami, qui m'a dit, écoute, il y a un espace. Donc j'ai rencontré cette personne. Cette personne a investi dans l'affaire, parce qu'il faut quand même de l'argent, il faut payer les loyers, tout ça. Et puis, et pendant les 2 premières années, j'ai un peu tatillonné, j'ai fait des essais avec certains types de photographes, ainsi de suite. Et puis maintenant, ça a pris son rythme. Il y a des gens qui viennent exprès, on organise pas mal de choses.
On organise des ventes aux enchères, des expositions, et il y a un panel de photographes qui vont des photographes un peu plasticiens comme Irène Jonas ou Valérie Evrard. Il y a des reporters comme Olivier Jobard ou Éric Bouvet. Il y a des photographes un peu plus collector, enfin anciens comme Jacques Violet, ou Walter Caron. Donc c'est leurs filles qui m'ont confié les fonds, donc que je gère. Il y a la collection de Paris Match maintenant. Voilà, donc il y a tout un panel. Donc et puis il y a de la photographie aussi contemporaine. Il y a des contemporains. Il y a quelques photographes contemporains. On a des photographes comme Hervé Baudard. Enfin, voilà, il y a un mélange de gens et tout ça, ça marche assez bien. Et de plus en plus, on a du monde qui nous suit. Et ça fonctionne. Après, bon, il y a des hauts débats, hein, parce que la photo, parfois ça marche bien, puis après ça marche un peu moins bien, puis c'est pas toujours une nécessité dans la vie quotidienne. Oui. Voilà. Donc on continue. Donc là, on est à la 4e année. Voilà, donc on est documentaire, enfin parce que maintenant le reportage s'appelle documentaire, alors documentaire. On est humaniste, contemporain, enfin il y a différents, mais tout se mélange. Et ce que je voulais, c'est que les gens rentrent se sentent bien chez eux. Ils peuvent fouiller, ils peuvent regarder, voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Puis bon, on est soutenu. Et alors après, dans ma carrière de photographe, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai eu la chance avec beaucoup de personnes d'avoir gardé des liens. Donc certains viennent ici et ils me soutiennent à leur manière. Ils achètent des œuvres, ainsi de suite, tout ça. Donc c'est pour ça que ça a pris une autre forme. C'était pas gagné au départ. Hein. Ouais, j'imagine, on va en parler. Alors pour resituer juste un peu dans le temps pour les archéologues qui écouteront le podcast je ne sais quand. Donc on est en avril 2023, donc tu as ouvert la galerie en 2019, c'est ça ? Ouais, 2019. Donc tu as le même timing que moi, toi un petit peu mauvais, non, par rapport au Covid ? Oui, alors le truc c'est le Covid. Ça a bien fonctionné parce que on a travaillé avec des plateformes et ça a très bien marché. Ok, t'as fait de la vente en ligne. On a fait beaucoup de ventes en ligne, on a fait de la vente aux enchères. Donc du coup ça nous a sauvés et en même temps on a reçu des gens, enfin dès qu'on pouvait ouvrir on ouvrait, donc voilà, donc ça été. Alors après je maintiens aussi certains prix. Je suis pas à des prix de folie parce que j'ai affaire à beaucoup de gens qui dans le marché. Là maintenant on a beaucoup de collectionneurs qui viennent. Parce qu'on a des vintage, on a des collectionneurs qui nous confient des fonds, de photos, tout ça. Donc du coup, on a des collectionneurs qui viennent de plus en plus. Mais on maintient des prix. On n'est pas des choses très excessives. Voilà, on part de 300 à la photo la plus chère à 3000. Ouais, ça reste accessible à 300 €. Voilà, oui, voilà. Et puis il y a des photographes qui ont été reporters, c'est-à-dire que leurs photos, elles ont des vies déjà. Elles ont plein de vies, puis elles circulent partout. Maintenant, les photos sont sur Internet, sont partout. Donc la personne ne peut pas demander sur une photo du commandant Massoud. Là, par exemple, on a fait une vente dédiée uniquement au commandant Massoud. Donc on a eu plein de gens qui ont acheté des photos. Mais il y avait une dame qui travaillait à la Poste, qui adorait le commandant Massoud, qui a acheté un portrait à 400 €, quoi. Ouais. Voilà. Donc mais c'est une photo qui est déjà parue plusieurs fois, ainsi de suite. Donc on peut pas demander des sommes comme si c'était une photo contemporaine qui est une création de l'esprit, qui est c'est pas la même chose, quoi. Et qui est une pièce unique. Là, c'est les photos de reporters, elles sont pas uniques. Hein. Elles tournent déjà, elles sont sur un peu partout, donc on reste sur des prix qui sont corrects. Hein, voilà, où tout le monde gagne sa vie parce qu'il y a le labo, tout ça, mais ça reste accessible.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le passé, parce que tu nous balances des noms comme ça, mais moi ça m'intrigue. Comment on rencontre Bernard Kouchner ? Je l'ai rencontré au Liban sans engueuler. Voilà, parce que... Et puis après, on est devenus copains. Enfin, un truc... Parce que c'était... Moi, j'avais pris une permission et puis j'étais parti au Liban et donc avec une ONG, je m'occupais des ambulances. Donc on allait chercher les gens qui étaient blessés. Et en même temps, je faisais un peu de photos, quoi. Et voilà, il y a un jour, il fallait transporter des gens, il était là au milieu, enfin bon, voilà, on s'est un peu accroché. Et après on s'est revus et voilà, c'était... Quand je lui dis, voilà, maintenant je suis dans la vie civile, et il m'a dit, viens avec moi, et donc je l'ai accompagné, on a monté un hôpital souterrain en Afghanistan, et en même temps moi je faisais les photos, je faisais la logistique, je m'occupais de la logistique, voilà, qu'il fallait transporter du matériel sur les mules, voilà. Tout ça faisait partie. Et là, après, quand ma permission est terminée, j'ai intégré mon régiment et puis je suis revenu au Liban. Voilà. Et là, cette ONG, elle était tenue par quelqu'un que je connaissais par la famille et qui avait une ONG qui s'appelait l'Hôpital Sans Frontières, et qui avait des ambulances et qui allaient sous les bombardements, enfin après les bombardements, chercher les gens, les ramener, ainsi de suite et tout, avec des vieilles ambulances qui tombaient une fois sur deux en panne. Et donc voilà. Mais bon, quand on était sous ordre dans les parents, on sait tout faire. Oui, j'imagine. c'est la démerde. Voilà. Pour resituer, c'est à quelle période, en quelle année que tu quittes l'armée ? Je suis rentré en 74 et je suis parti en 83. Ok. Voilà. Ok, ensuite ONG. Ouais, rapidement, mais après vite, je partais avec eux, mais j'ai commencé à donner des photos à SIPA. Donc le rédacteur en chef était Claude Tiercé, qui m'a beaucoup aidé aussi, voilà. Tout le long, il y a eu des gens comme ça qui ont été là. Voilà, ils sont là, et ils accompagnent. Voilà, il y a en 2014, j'ai rencontré une personne qui était ambassadeur de France à Haïti, qui est devenu un ami et qui m'a ouvert d'autres portes. Voilà, à chaque coup, il y a eu des gens comme ça dans la vie qui ont été là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois il y a des photographes, je me dis, il faut leur donner un coup de main parce que ça fait partie de la vie, quoi. C'est ça, tout ce qu'on t'a donné, il faut le rendre. Je serais pas jusque là, mais bon, des fois on a des éléments et puis c'est bien aussi d'être là pour les autres aussi. On peut pas rester que pour soi, quoi. C'est pas drôle. Je vais te poser une question, je pense que la réponse elle va me provoquer une pointe de jalousie. Tu disais tout à l'heure qu'à l'agence SIPA, tu as pu te former auprès d'autres photographes. Ouais. Alors tout le monde connaît SIPA, enfin tous ceux qui aiment la photo en tout cas connaissent SIPA et savent qui y était. Qui est-ce que tu as pu rencontrer et sur quelle photographie tu t'es fait ton œil ? Un peu tous. Il y avait Jacques Torregano qui était un très bon photographe, hein, voilà, et puis avec qui j'avais des dialogues, j'avais une discussion avec lui. Il y a Seth Boone, il y a tous ces photographes. Seth Boone, c'était un malin. Alors donc du coup, parce que c'est vrai que quand on est dans une agence, il faut être un peu malin quand même. La photo, c'est une chose, mais il y a aussi le côté de la débrouille. Moi, j'allais par exemple sur le terrain, donc il y avait Jean-Claude Delmas qui était pas SIPA mais qui était à l'AFP. Qui m'a quand même bien... ça a été un peu mon mentor. On allait faire la guerre Iran-Irak ensemble. Donc on partageait la piole. Il est plus âgé que moi, mais il avait plus d'expérience. Après, j'ai rencontré Jacques Pawlowski. Jacques Pawlowski, pour moi, c'est un peu un maître, hein, qui était à l'agence Sigma. François Lechon, c'est quand même un personnage aussi dans la photo. Voilà, il y avait tous ces gens-là qu'on rencontrait, et puis parfois on rencontrait des maîtres, hein, on rencontrait Cartier-Bresson, des gens comme ça, qui étaient gentils avec nous.
Non, mais je veux dire, il y avait des choses qui se passaient entre les gens. Puis c'était un petit noyau. On était potes sur le terrain. C'était chacun pour soi. Mais après, on était des copains. On se voyait. Enfin, entre nous, c'est autre chose. Puis ce qui faisait aussi la force, c'est qu'on avait des agences derrière avec des super patrons. On avait Gokchin, il y avait Monteux, il y avait Hubert Enroth, Bob Pledge. C'était quand même des sacrés types. Et ça, il faisait l'union, il y avait quelque chose qui se passait entre tous. Quand on est parti en Roumanie, sur la révolution roumaine, on a envoyé des films. Et il y avait, à l'agence, les gens sont restés là à Noël pour trier les photos parce que les autres étaient sur le terrain. Voilà, il y a tout ça qui se passait. Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, un photographe, parce qu'il doit faire les photos, il doit les trier, il est tout seul avec son ordinateur, il doit aller les vendre. Enfin, c'est compliqué. Nous, on n'allait pas dans les journaux. On avait des vendeurs qui allaient, il y avait Chantal Dupuis qui était chef des infos, qui faisait l'editing, qui avait un super œil. Voilà. Donc c'est sûr que on avait des conditions c'était un mode de vie dans lequel on se débrouillait bien. Même des gens qui étaient moyens en vivaient bien. Aujourd'hui, celui qui est moyen, c'est dur pour lui, quoi. Ouais. Voilà. Là où je vous envie, c'est que surtout, vous n'aviez pas à faire les IPTC. Oui, voilà. Oui, on écrivait avec le feu sur la diapo. Voilà. Mais après, je pense que ce métier, il est devenu un médium. Mmh. Voilà. Donc maintenant, du coup, chacun s'exprime comme il entend. Donc il y a plusieurs courants, il y a plusieurs choses. Et puis je pense aussi que nous, ceux qui s'occupaient de la photo, mais c'est pas de la photo artistique. Nous, c'était pas ça. Des artistes, il y en avait très peu. Des galeries, il y avait 2 galeries photos. On avait des gens qui étaient derrière nous, qui nous engueulaient, qui nous guidaient, il y avait les chefs il y avait les grands patrons, donc les 4 que j'ai cités, et puis il y avait Christian Cojol aussi qui avait monté l'agence Vue, qui était un autre style. Il y avait Raffo. Voilà. Et après, il y avait des rédacteurs en chef. Il y avait Claude Tiercé, Didier Contant, Pilissier. Ça, c'était des sacrés mecs aussi. C'était des types qui étaient dans les rédactions, qui étaient derrière nous, Henri Bureau, qui nous mettaient la pression, et en même temps qui nous aiguillaient, il y avait plein de choses derrière. Là, les gens sont seuls. Ils sont, et souvent, ceux qui prennent un peu des relais dans des syndicats ou des trucs comme ça, ils occultent les anciens. Parce qu'ils veulent se créer leur propre identité. Donc c'est compliqué. Voilà, et puis il y a un nombre de gens en photo. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est pas possible. C'est impossible voilà. Et puis c'est un métier qui va disparaître, hein, parce que avec la nouvelle technologie, avec les portables, avec tout ça et tout, les gens, il y a plein de gens qui font les trucs eux-mêmes. Hein. Il y a un graphiste, il retape les photos. Voilà, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Après, aujourd'hui, il y a des photographes, il y a des bons photographes qui sont très talentueux, des jeunes, qui sont bons. Hein. Enfin, je dirais Édouard Elias, tout ça, c'est quand même des bons photographes. Hein. Puis ils ont des idées, ils ont de la créativité, puis ils sont dans leur temps. Mais il y a peu de place parce qu'ils sont trop. Et le marché, il est et le corporate, il tend à disparaître aussi parce que avec les nouvelles technologies, on fait des à un moment, moi j'étais dans le sud, je photographiais des domaines de vin, donc je ramenais les bouteilles chez moi, je lui faisais un studio, tout ça, voilà, ça me faisait un peu de fric. Maintenant, c'est la secrétaire qui le fait. Le mec, il achète une boîte à lumière, il met la bouteille avec le portable et ils font ça. Ouais, j'ai testé, c'est
tellement facile par rapport à... Ouais. Alors avant c'était l'argentique, il fallait mettre des lumières, il fallait mettre plein. Maintenant c'est le vigneron lui-même qui fait son truc, quoi. Est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe en ce moment avec les images générées par intelligence artificielle ? Je regarde pas, non. Non, parce que je reste dans mon monde. Je reste dans ma passion de la photo. Il y a des photographes que j'aime bien, qui ont fait des choses avant. Et quand je vois ce qu'ils font, je me dis, mais ils ont là, il y a par exemple, là, mardi, il y a la fille de Georges Martin, qui était un photographe humaniste, qui a fait des très belles photos sur Paris, ainsi de suite. Bon, ben moi, ça me fait plaisir parce que on connaît pas ce photographe, mais on va le découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est faire découvrir des choses. Je suis trop vieux pour aller sur les nouvelles technologies, parce que c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas. Puis j'ai plus l'esprit à ça, d'être. Donc je regarde pas, je regarde ce qui a été fait. J'essaie de valoriser des fonds photographiques de photographes comme Walter Caron, des gens comme ça, parce que ça me plaît ces photos, parce que ça me fait rêver, je trouve qu'elles ont plein de choses à transmettre. Et tout ce qui arrive maintenant, c'est plus moi, quoi. Enfin, c'est pas ma génération. Comment tu choisis les photos qui sont exposées dans la galerie ? C'est feeling et rencontre ou Ouais, alors moi j'aime bien quand les photographes ils sont ouverts, voilà, quand ils sont un peu généreux. Enfin, si c'est vraiment quelqu'un qui est uniquement tourné sur lui-même et tout, je fais rien avec lui. Ok. Parce que ça marche pas. Ouais, donc parce que le public qui vient là, les gens qui viennent ici, ils ont envie de partager. Voilà. Quand je fais un truc, Eric Bouvier est là, il partage avec les gens, il discute avec eux. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait du partage. Parce que si c'est juste du narcissisme, tout ça et tout, il y a plein de gens, ils peuvent aller ailleurs. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, on a bien parlé de ton parcours, merci beaucoup. On attaque la partie livre. Ah ouais. Donc tu es prolifique, il y a pas mal de bouquins. Ouais, ben je ne fais pas mal. Voilà, puis à un moment, il y avait un copain à Toulouse, il avait une boîte d'édition, il avait racheté une boîte d'édition, Lou Batière. Et puis on s'est mis à faire des livres, comme j'habitais en Provence, en Provence. On a fait un livre sur l'huile d'olive, sur le pastis, sur le cassoulet, tout ça. Mais je me suis bien amusé, parce que c'était très sympa, parce que je faisais des reportages pour des journaux, notamment pour Le Pèlerin et tout. Et puis régulièrement, les gens quand ils voyaient me disaient on voudrait faire un livre. Et tout. Voilà. Alors j'ai une anecdote sur le cassoulet. J'aime bien la transition par de la guerre ONG à cassoulet. Ouais, mais c'est ça la curiosité. Il faut être curieux. Mais c'est un des avantages du métier de photographe aussi. Tout à fait, on fait tout. Ah ouais. Et donc du coup, il y avait Luc Réroll qui était à la photo du Pèlerin Magazine. Il m'a envoyé faire un reportage à Castelnaudary sur le cassoulet. Donc j'ai passé une semaine parce qu'il fallait faire la cueillette des haricots, la fabrication, ainsi de suite. Tout ça. Donc j'ai fait un peu toute la chaîne. Puis il avait fait 8 pages, parce qu'à l'époque il faisait le terroir. Ok. Donc ils avaient fait 8 pages. Parce que ça aussi, ça n'existe plus dans les magazines. À l'époque il y avait beaucoup de choses, il y avait le terroir. Donc c'était sympa, on allait dans des endroits et on faisait un reportage sur... même VSD faisait ça, Voici, ils avaient le magazine Voici, ils avaient 4 pages. Comme ça, sur rencontres, paysages, des choses comme ça. Tout ça, ça n'existe plus. Et donc, du coup, donc, le magazine paraît, et la directrice de l'Office du tourisme me dit, on voudrait faire un livre, ça vous intéresse? Moi, je dis, pourquoi pas? Donc, du coup, j'ai fait ça, puis je suis allé plusieurs fois à Castelnaudary. J'étais intronisé la confrérie du cassoulet. Et puis ce n'est pas rien. Ouais, et le jour où il sort le livre et tout, donc je vais là-bas, l'inauguration, le bouquin, tout le monde est content. Et puis les types, ils me remplissent le coffre du vin minervois et de cassoulet. Puis je pars et j'arrive au péage de Arles où il y avait les douaniers. Et là, ils m'arrêtent. Alors, avec ma tête de sarrasin, ils se sont dit, tiens, il a du shit dans le coffre. Et puis, ils ont ouvert tous ces cassoulets et tout. Alors, ils ont douté.
Mais ça a duré un moment. Je dis, mais non, mais j'aurais expliqué tout ça et tout. Puis finalement, ils m'ont laissé partir. Et pendant 6 mois, j'ai fait manger du cassoulet à mes copains. Ils n'en pouvaient plus. Voilà. Mais du bon. Ah bah, il était bon. Voilà. Donc ça, donc ce copain, il avait cette petite boîte d'édition et on a fait une dizaine de livres comme ça. Après, il y a eu l'aventure militaire où là, j'ai travaillé avec Corinne Krebs qui avait monté une boîte d'édition. On était associés ensemble. Et donc moi, je faisais des livres sur des régiments d'élite. Et en même temps, moi, ça me permettait d'aller sur le terrain. Genre, je suis allé en Bosnie, je suis allé dans plein d'endroits. Et j'avais le droit d'exploiter les images. Ok. Et comme j'étais avec eux dans des conditions comme un soldat, donc souvent j'avais quand même des images qui étaient intéressantes, assez fortes et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, quand j'avais l'autorisation, je pouvais les publier dans les magazines, tout. Donc ça a été aussi une année. Voilà. Et puis à un moment, je me suis un peu la rencontre avec un vigneron, avec 2 vignerons, Guillaume Tari du domaine de la Bégude et Éric de Saint-Victor de Puy-Barnon, m'a fait découvrir d'autres trucs. Puis je me suis mis à faire des reportages sur le vin. Donc j'ai fait plusieurs livres sur le vin, voilà, avec les éditions qui sont à Grenoble. J'ai perdu le nom, c'est pas. Voilà. Donc du coup j'ai fait beaucoup de livres. Ouais. Je retrouverai le nom, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais. Et avec eux, voilà, Loubatière, il y a eu La Martinière, il y a eu voilà. Puis après j'ai fait un livre aussi avec l'association L'Esprit de tous les combats, qui est une association un peu comme les Gueules cassées. Donc j'ai fait le livre sur l'Afghanistan. Donc ça a été un grand moment. Ça, c'était un truc très fort. C'est Task Force. Ok. Moi, je l'ai sous les yeux, là. Je mettrai un lien vers ton site aussi. Ouais, c'est sympa. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Mais la galerie me prend beaucoup de temps. Alors, du coup, j'ai un peu... Quand tu décides de faire un livre, en général, ça se passe comment? C'est toi qui a l'initiative ou c'est une commande ou comment ça se passe? Les livres, les unités d'élite, c'était un peu des commandes. Donc c'était des gens qui me connaissaient, qui m'appelaient, qui me disaient voilà, on voudrait faire un bouquin. Ça c'est une chose. Et après sur le vin, c'est pareil. C'était les vignerons qui voulaient faire un bouquin. Donc moi je trouvais un éditeur. Voilà, je m'occupais pas beaucoup Alors ça, c'est un regret pour moi. Alors le seul bouquin où vraiment je me suis énormément investi dedans et je voulais que ça soit quelque chose de bien construit, c'était le livre avec Les Franches Docteurs. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que y a quelqu'un qui m'a énormément aidé là-dedans. C'est Patrick Gambache, qui était l'ancien directeur général de La Martinière et qui a complètement flashé sur l'idée. Et donc on était derrière, et puis il y avait mon épouse aussi qui était avec moi, qui regardait, qui vérifiait, parce que c'est quand même un des plus beaux bouquins que j'ai fait, quoi. Il est sorti quand, ce livre? En 2017. 2017. Ça a pris 1 an. Et après, pour les textes, j'avais demandé à un copain journaliste avec qui je voyageais régulièrement et qui me connaissait bien, comment ça s'appelle, ce copain d'écrire. Ok. Parce que je racontais des choses avec comme on avait été ensemble sur plein de terrains, donc lui il me connaissait, on se connaissait, voilà, donc c'est lui qui a écrit un peu les textes, et Bernard Kouchner, il a fait la préface et après il a fait les introductions. D'accord. Voilà. Moi, ça tombe très bien qu'on parle de ce livre, parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. Donc, tu as mis à peu près 1 an à faire le livre. Quel est le cheminement pour faire le livre? Ton cheminement, parce que chacun a son... D'abord, il a fallu que j'aille fouiller encore dans d'autres archives, parce qu'il me demandait toujours d'autres photos. Après, il fallait faire le lien avec les textes.
Et puis, comme on avait fait beaucoup de voyages avec Bernard, il fallait que je choisisse au départ, on voulait mettre plein de photos, mais moi je voulais pas que ça soit un livre que photos. Je voulais qu'on explique des choses aux gens, que les gens ils lisent, ils comprennent un peu l'histoire, tout ça. Je suis un peu contre les livres où il y a juste des images. Parce qu'on a été reporter, donc on a vécu des histoires par rapport à des photos, par rapport à des choses qu'on raconte donc du coup c'était important, et comme il y avait beaucoup de voyages, on pouvait pas mettre toutes les photos, tous les voyages, donc on a choisi 4 voyages qui font lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc la mer de Chine, avec ce qui se passe en Méditerranée. Bon, sauf que c'est pas la même chose, sauf que les Vietnamiens qui fuyaient, ils étaient chrétiens. Et puis c'est une époque qui était différente, parce que bon, on était un peu, c'était contre enfin il y avait 2 blocs, le bloc communiste et le bloc occidental. Enfin bon, le contact, et eux ils fuyaient parce qu'ils étaient persécutés. Aujourd'hui, il y en a qui fuient la guerre, mais il y en a aussi qui viennent pour des raisons économiques. Donc les choses sont complètement différentes. Et puis, c'est pas les mêmes cultures. Ouais, mais les malheurs sont les mêmes. Oui, les malheurs sont les mêmes, les malheurs sont les mêmes. Mais il y a des choses qui sont pas pareilles. Mais l'histoire, elle existe, quoi. L'Afghanistan, malheureusement, ça s'arrête pas. Le Liban et le Kurdistan, où tous ces gens, depuis, qui sont souvent trompés par l'histoire, tous ces Kurdes qui sont trompés par l'histoire, parce qu'on leur promet de faire une création, de créer leur pays, tout ça. Donc on les utilise dans différentes guerres pour gagner, et puis quand les gens ils ont ce qu'ils veulent, ils les oublient. C'est un peu les oublier de l'histoire quand même. Ça c'est 2017 le livre. Ouais, 2017. Ouais, et les photos partent de 87, 84, 82, enfin 80, pardon, 83, 84, 86, 87. C'est intéressant parce que le livre date de 2017 et pour le Kurdistan, ça s'est à nouveau répété après la fin de Daesh en fait. On les a utilisés pour gagner, puis on n'en entend plus parler et ils ont toujours pas leur pays. Et oui, donc du coup, tout ça c'est un peu... Donc on avait choisi ces 4 pays, parce que bon, on avait le Tchad, on avait plein de trucs, on avait choisi ça. Voilà. Et puis Bernard, il est toujours militant pour que les Kurdes aient un État. Donc à 83 ans, il va toujours au Kurdistan, il les soutient, ainsi de suite et tout. Donc voilà. Le Tchad, je t'envie un peu. J'y vais chaque année pour un client, mais je me cantonne à N'Djamena. En tant que civil, tout seul, c'est un peu compliqué pour aller s'aventurer en dehors de N'Djamena. Alors, le Tchad, j'ai fait un livre sur le Tchad aux éditions Imogène, avec Nathalie Meyevski. Et ce livre, je l'ai fait aussi parce que c'est un peu une petite histoire, parce que mon père était militaire et on était en Algérie, il y avait la guerre d'Algérie, puis à un moment, quand l'Algérie arrivait vers l'indépendance, il y a des militaires qui ont été mutés, soit il y en a qui sont rentrés en France, puis d'autres qui ont été mutés dans les dans les pays qui venaient de naître après la colonisation, parce qu'il fallait former leur armée, des choses comme ça. Donc on est parti au Tchad, et lui il commandait une compagnie montée sur des méharistes. Ok. Donc on a vécu au Tchad quand j'étais petit, et après je suis retourné comme militaire en 74, parce que je me suis engagé dans les parachutistes, parce qu'il y avait l'affaire Claustre. Et après je suis retourné 2 fois, comme à chaque coup 3-4 mois, dans les interventions au Tchad. Et après, quand je suis avec les ONG aussi, je suis allé là-bas.
Et après, comme photographe, j'allais tellement souvent qu'à Sipan, on m'appelait José le Tchadien. Et je faisais des crises parce que je voulais pas que les autres il y avait comment y aller. Et donc du coup, j'ai fait plein de trucs, la bataille de Ouadidou, me fait plein de choses, plein d'événements, plein de trucs. Voilà, donc j'ai pas mal couvert le Tchad. Et après l'entrée d'Idriss Déby, qu'il a pris le pouvoir, enfin voilà, plein d'événements. Et un jour, j'avais ces photos. Alors comme j'allais quand même souvent dans le nord, j'allais dans le Tibesti, j'allais à Faya, ainsi de suite, et je trouvais que rien ne changeait. Voilà, donc on avait fait le Tchad des héros anonymes. Ouais, beau sujet. Ouais, mais c'était en noir et blanc, voilà, c'était un peu, voilà. Et donc j'ai demandé à un copain avec qui j'avais fait beaucoup de reportages au Tchad, Pierre Aski, qui à l'époque était à Libération et maintenant il est à la revue de presse de France Inter, d'écrire un peu sur voilà. Ouais, c'est chouette. Belle carrière en tout cas. Ouais, c'est sympa, ouais. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi, sympa. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as une personne à me suggérer pour un prochain épisode du podcast? Alors, oui, il y en a qui ont des belles choses à raconter. Alors, il y a un photographe qui est assez intéressant, c'est Jacques Langevin. Voilà, qui habite en Normandie, qui vient souvent à Paris, qui a été photographe à l'agence Sigma, et qui avait fait la place Tiananmen, toute cette série de photos qui est parue partout, voilà, qui a quand même un beau parcours et une belle... et qui a de l'humanité un peu. Voilà. Moi, je te propose des gens qui ont de l'humanité. Ça me va, voilà. ça, après, il y a un autre photographe aussi qui est un ami, parce que je suis rentré avec lui à SIPA, et puis on est toujours potes, qui est à l'agence SIPA, qui continue à faire les voyages. Et alors lui, il a fait tous les présidents depuis Mitterrand, et qui s'appelle Jacques Witt. Ok. Voilà, et qui est pareil, qui est un vrai esprit de reporter et compagnie. T'as travaillé avec lui sur le terrain? Pas trop, parce qu'on était photographes dans la même agence. Alors des fois on faisait des trucs ensemble, on bossait, on avait des reportages et on partait ensemble, on faisait ce qu'on appelait le pool. Donc on a fait des choses, on a pas mal bossé ensemble, mais bon, on est amis depuis des années, et c'est quelqu'un d'intéressant, parce qu'il a une bonne vision, lui, parce que lui, il est toujours à SIPA. Depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à SIPA. Il est salarié maintenant, parce qu'il n'y a plus de pigistes, il est salarié, mais il a une bonne analyse du métier. Voilà. Tu peux me parler de ses photos vite fait? Oui, alors lui, c'est plus des photos politiques. Il a suivi Mitterrand, après il a suivi Hollande, Macron, Sarkozy. Voilà, il a fait pas mal de choses. Mais en même temps, il a vu toute l'évolution d'une agence qui monte et qui descend. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, ils sont 20. Ouais, tu me disais qu'à un moment ils étaient jusqu'à 230. Oui, parce qu'il y avait le labo, il y avait un service people, il y avait un service sport, il y avait les coursiers, il y avait les motards qui étaient amenés sur les reportages, il y avait la rédaction, il y avait les archives. Donc les archives, il y avait une vingtaine de personnes qui s'occupaient des archives, parce que il y avait des vendeurs, il y avait 10 vendeurs qui partaient tous les jours avec leur sacoche dans les journaux. Puis après, il y avait beaucoup de journaux qui n'avaient pas de vendeurs, donc ils s'adressaient directement aux archives. Il y avait la réception, puis il y avait un gros studio photo, où il y avait certaines vedettes qui étaient en exclusivité avec l'agence, qui venaient se faire photographier. Voilà, il y avait quand même beaucoup de choses. Voilà, puis il y avait des noms, il y a des noms qui sont passés dans cette agence. Un mot pour conclure cette interview? Longue vie à la photo. On le souhaite. Voilà. Merci José Nicolas. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast ?
N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par Audio Pictura.